Bonjour à tous, je vais vous faire aujourd'hui une présentation, une sorte de fiche de lecture d'un livre de René Guénon. Ce livre, c'est La crise du monde moderne, sans doute son livre le plus connu et le plus vendu aujourd'hui. J'ai pas regardé les chiffres, mais j'imagine que ça doit sans doute être le cas. C'est en tout cas le premier livre de Guénon que j'ai lu moi-même, il y a un peu plus de 15 ans maintenant, c'était en 2007 ou 2008 dans ces eaux-là. C'est peut-être aussi un des livres les plus accessibles, en tout cas c'est pas le plus difficile à lire et à saisir. En ce qui me concerne, j'ai dû lire la quasi-totalité de son œuvre, il doit me manquer quelques correspondances et un ou deux ouvrages, comme le calcul infinitésimal. Il doit sûrement y avoir quelque chose dans le titre qui me rebute, n'étant pas très mathématicien, on va dire, même si ça concerne des questions métaphysiques. Alors évidemment, c'est toujours utile de préciser que je ne suis pas spécialement, entre guillemets, un spécialiste de Guénon, justement. Je ne suis personne, simplement quelqu'un qui chemine, comme vous, qui pouvez m'écouter, un lecteur de Guénon, quelqu'un qui s'intéresse à son œuvre. Je le répète assez souvent. D'ailleurs, si j'ai cette chaîne YouTube, c'est simplement pour rester concentré sur les questions métaphysiques et pourquoi pas échanger avec des personnes qui peuvent s'intéresser à ces questions. Ce qui n'est pas le cas dans ma vie quotidienne. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, on ne rencontre pas spécialement, ou alors très peu de personnes qui s'intéressent à ces sujets. Ensuite, j'ai pas la prétention d'avoir tout saisi à son œuvre, il y a sans aucun doute des personnes qui la connaissent bien mieux que moi et qui pourront me corriger si je dis des bêtises. Alors vous l'aurez sans doute bien compris, je suis plutôt clairement guénonien, ascendant guénolâtre, pour faire un peu d'autodérision. Ça veut dire quoi? Ça signifie tout simplement que je prends Guénon pour référence sur les questions métaphysiques et sur la critique des dérives contemporaines. René Guénon, un auteur incontournable sur ces questions à mon sens, et je ne suis pas le seul à le penser. Alors qui est Guénon? Il n'est pas un prophète évidemment, mais il est tout de même considéré comme ce qu'on appelle un revivificateur de la tradition, c'est-à-dire perçu comme un personnage qui à son époque vient réaffirmer les vérités universelles et remettre de l'ordre dans les dérives inévitables de la descente cyclique. Ce n'est, à mon sens, donc pas un simple auteur ordinaire, c'est un personnage qui déjà n'expose pas son avis personnel ou sa pensée propre, mais qui exprime plutôt et traduit en langage compréhensible pour notre époque les écritures, les textes sacrés et les principes qui y sont exprimés, qui relèvent de l'universel. La métaphysique qu'il exprime par exemple, c'est principalement celle du Vedanta, donc c'est pas le fruit de son imagination ou d'une réflexion personnelle. Il est aussi, et c'est là qu'on peut peut-être me qualifier de guénolâtre, il est un personnage qui a atteint de son vivant le but de l'existence, la réalisation, ce qui lui donne tout de même une autre dimension en comparaison à des auteurs modernes. Voilà, on peut être en désaccord avec ça évidemment, moi c'est ce que je crois, et j'ai envie de dire aussi, et je dis ça parce que j'entends pas mal de critiques actuellement sur Guénon et sur les guénoniens, j'ai envie de dire, en tout cas, je souhaite exprimer le fait de s'intéresser à l'œuvre de Guénon, avec tout ce que j'ai pu puiser dans mes lectures, toutes les clés de compréhension que j'ai pu y trouver pour mon cheminement personnel et même pour ma vie d'homme, dans ma façon d'appréhender le monde avec un paradigme qui remet l'individu à sa place dans un tout, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir perdu mon temps ces 10 dernières années en m'intéressant à ces sujets, bien au contraire. Un dernier mot avant de commencer, Guénon a pas mal de détracteurs, il est souvent mal compris, mal interprété, et c'est vrai que la lecture de Guénon est assez rude par moments. Il y a certains chapitres où effectivement il faut vraiment s'accrocher, et je pense qu'il faut avoir l'humilité de dire
qu'on n'a pas encore forcément toutes les clés pour tout saisir. Il y a certains passages, par exemple, dans le symbolisme de la croix ou dans les états multiples de l'être, que personnellement, j'ai pas réussi à saisir complètement. Voilà, en tout cas, c'est pas le cas de la crise du monde moderne qui reste très accessible. La lecture de l'œuvre de Guénon nécessite une étude, une certaine concentration, surtout quand on n'est pas familiarisé avec son style d'écriture. Il est rigoureux et précis dans ses écrits, déjà parce que c'est un auteur du siècle passé et que le niveau était bien plus élevé à l'époque. C'est une époque où l'écrit est fondamental. Il n'y avait pas de télécommunication comme aujourd'hui, pas de télévision, pas de téléphone portable ou d'internet. Ensuite, il faut bien comprendre que Guénon cherchait à s'adresser à une élite. Ce n'était pas un vulgarisateur qui s'adressait à Monsieur Moyen. Et au vu de ce qu'il énonçait à son époque, vu la façon dont il s'attaquait aux pseudo-élites, à l'erreur et aux apparences de la modernité, pour rétablir des vérités, réaffirmer des principes qui ont été oubliés, il se devait d'être rigoureux et précis et ne laisser aucune approximation, ne laisser aucune faille où auraient pu s'immiscer ses adversaires, entre guillemets. D'ailleurs, on voit bien que si on lit ses correspondances, le style est bien plus léger, bien moins solennel, si on peut dire. Voilà, quand on se lance dans ce type de lecture, il ne faut pas s'attendre à lire ça comme un roman. C'est en fait des lectures qui nécessitent une étude. Je me répète un petit peu, je suis désolé, mais il faut s'attendre à relire encore et encore le même passage, le même chapitre, avoir un dictionnaire, pourquoi pas, à côté de soi pour essayer de comprendre certains termes. Et si vous lisez Coomaraswamy, par exemple, vous avez souvent plus de notes de bas de page que de texte. Donc là, il faut s'accrocher, mais finalement, ça vaut vraiment le détour. Voilà, si vous avez envie, en tout cas, de vous lancer dans la lecture de l'œuvre de Guénon, je vous conseille, en parallèle, de vous procurer le dictionnaire de René Guénon, de Jean-Marc Vivenza, qui est excellent livre, où tous les termes clés de Guénon, de son œuvre, sont expliqués. Voilà, ceci étant dit, on va tout de même commencer. J'espère ne pas avoir été trop lourd avec mon introduction. Si ça a été le cas, je m'en excuse. Donc je vais vous lire les idées principales de ce livre, La crise du monde moderne, donc les idées résumées, ce ne sont pas les citations directes de Guénon. Et pour cela, je vais m'appuyer sur les notes de Radu Iliescu. Voilà, je vais tricher un petit peu, je vais me baser sur ces notes. Radu Iliescu qui a fait un travail phénoménal en résumant pas mal de livres de Guénon sur son blog Projet René Guénon. Je vous mettrai le lien en description. Donc je vais m'appuyer sur ces notes que j'ai traduites du roumain avec Google Traduction, que j'ai un petit peu reformulé par endroits et commenté également. Ça m'a pris pas mal de temps pour ordonner tout ça. Et voilà, sans plus attendre, le livre La crise du monde moderne, écrit en 1927, il faut garder ça à l'esprit, c'était il y a tout juste un siècle. Dans ce livre, Guénon nous livre une critique du monde occidental moderne, non pas de l'Occident en tant que tel, il parle de la mentalité moderne qui à son époque est en passe d'envahir définitivement l'Orient et le monde dans son intégralité. Alors allons-y, commençons, il y a quand même plus d'une centaine d'idées générales à énoncer. Avant-propos. Dire que le monde moderne est en crise revient à dire qu'un point critique a été atteint, annonçant une transformation profonde, un changement d'orientation inévitable qui se produira plus ou moins soudainement, avec ou sans catastrophe. L'étymologie grecque du mot crise est en partie synonyme des termes jugement et discrimination. Ainsi, chaque crise entraîne nécessairement une solution ou une résolution
qu'elle soit favorable ou défavorable. La préoccupation omniprésente de la fin du monde est liée à l'état de mal-être général dans lequel nous vivons actuellement. Cela se traduit finalement par un pressentiment, un mauvais présage que quelque chose approche de la fin. La fin annoncée n'est pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, précisément celui de la civilisation occidentale. On pourrait dire, pour être plus juste aujourd'hui, la pseudo-civilisation moderne globale, puisque la totalité ou la quasi-totalité du monde, à notre époque, en 2025, fait partie intégrante de cette civilisation désacralisée, dirigée par des considérations économiques, consuméristes, progressistes, utilitaristes, etc. Chapitre 1er, l'âge sombre. Selon la doctrine des cycles, que l'on retrouve partout mais développée spécifiquement dans les doctrines hindoues, la durée d'un cycle cosmique, un manvantara, est divisée en 4 âges. 4 âges où s'opère progressivement un obscurcissement de la spiritualité primordiale. Les 4 âges en question sont l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer. C'est il y a environ 6000 ans que nous sommes entrés dans le dernier d'entre eux, le Kali Yuga, l'âge sombre. À noter que la fin du Kali Yuga est d'une importance considérable dans la mesure où elle marque également la fin d'un manvantara, donc d'un cycle entier. Dans le Kali Yuga, les vérités qui étaient autrefois accessibles à tous les hommes sont devenues de plus en plus cachées, inaccessibles à la majorité des hommes de l'âge sombre. Ceux qui possèdent ces vérités, ces connaissances, ces sagesses, sont de moins en moins nombreux, et la sagesse divine se couvre de voiles de plus en plus impénétrables. Tout ce qui est désormais caché redeviendra visible à la fin de ce cycle. La fin de ce cycle correspondant au début du cycle suivant. Donc, en principe, ça correspond à l'âge d'or d'un nouveau manvantara. Le développement d'un manvantara se fait du supérieur vers l'inférieur, niant l'idée de progrès telle que la comprennent les modernes. Le passage d'une époque à une autre s'accompagne d'une matérialisation progressive. Le monde moderne nous explique que l'homme avec sa science progresse. La tradition nous enseigne au contraire que l'homme régresse, une régression spirituelle, morale, etc. Ce ne sont que les aspects matériels et quantitatifs qui progressent. Au sein de chaque époque, 2 tendances opposées se manifestent, l'une descendante et l'autre ascendante, l'une centrifuge et l'autre centripète, c'est-à-dire l'une qui s'éloigne et l'autre qui s'approche du centre. La première tendance est celle d'un départ du principe, l'autre d'un retour au principe. Et elles peuvent être comparées symboliquement au battement du cœur ou aux 2 phases de la respiration. L'Antiquité dite classique n'est qu'une antiquité relative et plutôt proche des temps modernes, car pour la situer dans le cycle actuel, elle n'atteint même pas la moitié du Kali Yuga, c'est dire l'état des prétendues connaissances historiques des modernes. L'esprit scientifique moderne est un esprit antitraditionnel. Le mot philosophie a été utilisé à l'origine par Pythagore. La philosophie n'est qu'une étape introductive vers l'obtention de la sagesse, cette dernière étant le véritable objectif. Les modernes
ont substitué la philosophie à la sagesse, ce qui témoigne de l'ignorance de sa véritable nature. La philosophie profane est une sagesse dite purement humaine, d'ordre rationnel. Elle a remplacé la véritable sagesse traditionnelle et suprarationnelle. Le rationalisme consiste à nier tout ce qui est d'ordre suprarationnel, tout ce qui est au-dessus de la raison. Lorsque la civilisation moderne prétend être la continuation de l'Antiquité classique, elle a en partie raison. Elle est la continuité de la fin de l'Antiquité, de sa partie décadente. Quelques similitudes entre la décadence antique et notre époque, l'émergence du scepticisme, en doute de vérités immuables, le succès de l'épicurisme, l'atteinte du bonheur par la satisfaction des seuls désirs naturels et nécessaires, la transformation des doctrines sacrées en superstitions, c'est-à-dire réduites à l'aspect le plus extérieur. On le voit avec les fondamentalistes qui s'attachent fermement aux choses les moins importantes, tout en ayant perdu la sagesse qui est pourtant le cœur des différentes traditions. Le christianisme a opéré le redressement spirituel de la civilisation gréco-romaine. Mais curieusement, le Moyen-Âge est beaucoup moins connu et moins apprécié des modernes que l'Antiquité classique. C'est à la fin du Moyen-Âge, au début du XIVe siècle, que commence réellement la crise moderne. Elle se manifeste par la désagrégation du christianisme, puis viendra la Renaissance et la Réforme. La Renaissance, dont le souhait était de retrouver la période de l'Antiquité, n'a fait que copier ses aspects les plus extérieurs. Cette volonté de rétablissement ne pouvait avoir qu'un caractère artificiel, puisqu'il s'agissait de formes qui n'existaient plus depuis des siècles. Ainsi, les sciences traditionnelles du Moyen Âge ont disparu sans être remplacées par quelque chose de valable. La rapidité avec laquelle la civilisation médiévale a été oubliée est quelque chose d'extraordinaire. Les gens du XVIIe siècle n'avaient plus la moindre idée de cette période. Il est difficile d'admettre que ce passage ait pu s'opérer sans une volonté, sans une intervention artificielle et préméditée. L'humanisme de la Renaissance est une réduction de toute chose à une dimension purement humaine, faisant abstraction de tout principe d'ordre supérieur. Les Grecs, dont on prétendait suivre l'exemple, n'étaient jamais allés aussi loin, même au cours de la plus grande décadence intellectuelle, les préoccupations utilitaristes n'avaient jamais été mises au premier plan, comme c'est le cas pour les modernes. L'humanisme a été la première forme de laïcité. Le fait de satisfaire les besoins matériels des individus est une illusion, car la civilisation moderne crée toujours plus de besoins qu'elle ne peut en satisfaire. Selon toutes les indications fournies par les doctrines traditionnelles, nous sommes entrés dans la dernière phase du Kali Yuga, la période la plus sombre de l'âge des ténèbres, dans un état de désordre et de confusion dont il n'est plus possible de sortir, excepté par un cataclysme. Les livres sacrés de l'Inde ont annoncé cet âge redoutable où les castes se mélangeront et où la famille cessera d'exister. La raison d'être profonde de la dernière partie du Kali Yuga est que la transition d'un cycle cosmique vers un autre ne peut s'effectuer que dans l'obscurité. C'est donc l'ordre des choses. Pour faire une analogie avec la nécessité de la descente cyclique, on peut prendre un fruit qui tombe d'un arbre, qui pourrit au sol,
qui devient compost et donc terreau pour les graines futures qui germeront dans cette même terre et qui donnera l'arbre futur, les fruits futurs qui retomberont au sol et ainsi de suite. La modernité possède une connaissance d'ordre inférieur, insignifiante par rapport à la vraie connaissance. Désormais, la véritable intellectualité a disparu. Les recherches modernes dont la finalité est exclusivement pratique, le pragmatisme au détriment du sens, sont menées par des hommes de plus en plus dépendants de la matière, au point qu'ils ne conçoivent plus rien au-delà d'elles-mêmes. Dépourvus de principes, ils finissent même par être à son service, errant dans une agitation croissante, sans règles et sans but. Chapitre 2 : L'opposition de l'Orient et de l'Occident. Il existe plusieurs types de civilisations traditionnelles entre lesquelles il n'existe pas d'opposition fondamentale. Il n'existe qu'une seule forme, telle que la nôtre, marquée par la modernité, l'innovation, le progrès, radicalement différente de toutes les civilisations traditionnelles. À la base de la civilisation occidentale se trouve le déni des principes. Pour cette raison, toute entente entre les civilisations qui l'entourent est impossible. Si par civilisation occidentale moderne, nous entendons l'Europe et les États-Unis, donc pour rappel, Guénon écrit ces lignes avant 1927, les civilisations orientales sont divisées en 3 grands groupes: Extrême-Orient, civilisation chinoise, le Moyen-Orient, civilisation hindoue, et le Proche-Orient, civilisation islamique. Cette dernière est à bien des égards intermédiaire entre l'Orient et l'Occident, à l'image de ce qu'était la civilisation occidentale au Moyen Âge, donc de la civilisation occidentale traditionnelle. La tradition primordiale du cycle actuel vient des régions hyperboréennes. Le dernier grand cataclysme survenu dans le passé est celui de l'Atlantide. La destruction de ce continent comportait des signes comparables à ceux que l'on retrouve aujourd'hui en Occident. La reconstitution d'une tradition antérieure, atlante ou celtique par exemple, est absolument impossible. Les vestiges laissés par les civilisations disparues ne peuvent plus être compris, encore moins avec la mentalité erronée actuelle. Chaque restauration traditionnelle a absorbé certains éléments des traditions antérieures, au moment où ces dernières étaient sur le point de mourir. Un exemple éloquent est l'assimilation par le christianisme de la légende du Saint Graal avec toutes ses significations. Toute restauration de la spiritualité européenne devrait partir du christianisme dans ses formes traditionnelles. Guénon fait ici référence au catholicisme occidental et aux églises orientales, excluant catégoriquement les protestants et les néo-protestants. Dans toutes les doctrines traditionnelles, il existe une identité fondamentale qui se trouve derrière toutes les différences de formes extérieures. L'idée sous-jacente, développée plus tard par Fridtjof Schuon, est celle de l'unité transcendante des religions. Dans la confusion mentale de notre époque, le mot « tradition » est attribué à de nombreuses choses souvent insignifiantes. On confond aujourd'hui la tradition et la coutume, la tradition étant une transmission de principes suprahumains, la coutume étant la répétition d'habitudes humaines dénuées de principes. Si l'Occident revenait à sa tradition, au catholicisme par exemple,
son opposition à l'Orient disparaîtrait d'elle-même, car cette opposition est née de la déviation occidentale. L'esprit traditionnel, comme la connaissance des principes métaphysiques, est le même, car les principes eux-mêmes sont d'ordre universel. Cette absence de tradition, c'est précisément ce qui manque à la civilisation occidentale pour s'entendre avec les civilisations orientales. C'est d'ailleurs ce qui lui manque à elle-même pour être une civilisation normale et complète. Les discours sur la défense de l'Occident sont extrêmement étranges, étant donné que c'est l'Occident qui menace d'entraîner l'humanité tout entière dans le tourbillon de son activité désordonnée. Rappelez-vous qu'on est en 1927. En réalité, le véritable Orient ne pense pas attaquer ou à dominer. Il recherche seulement l'indépendance et la paix. La vérité est que l'Occident a véritablement besoin d'être défendu, mais seulement contre lui-même. Chapitre 3 : Connaissance et action. L'opposition entre Occident et Orient s'incarne dans l'opposition entre contemplation et action. L'Orient privilégie la contemplation, dont l'action est subordonnée. L'Occident se soucie exclusivement de l'action, niant toute valeur à la contemplation, dont il ignore la véritable nature. En perdant de vue la contemplation, l'Occident a également perdu la véritable intellectualité, qu'il a remplacée par des théories simplistes. Sans nier l'importance de l'action, toutes les doctrines traditionnelles affirment la supériorité de la contemplation sur l'action. L'immuable est supérieur au changement. Il existe une relation étroite entre contemplation et connaissance. La connaissance par excellence est immuable et consiste à identifier le sujet à son objet. Les Occidentaux n'admettent qu'une connaissance rationnelle, discursive, donc indirecte et imparfaite. De plus, même à partir de ce genre de pseudo-connaissance, ils n'arrivent à apprécier que ce qui est d'ordre utile et pratique. Les caractéristiques les plus visibles de l'ère moderne sont tout d'abord l'agitation constante, la nécessité d'un changement continu, le fait de devoir aller toujours plus vite. Ensuite, nous avons la dispersion dans la multiplicité, une mentalité qui n'est unifiée par la conscience d'aucun principe supérieur, le scientisme qui pousse à l'extrême l'analyse dans la recherche scientifique, l'incapacité de synthèse et l'incapacité de toute concentration. La modernité amène la désagrégation de l'activité humaine, quelles que soient les directions où elle peut s'exercer. Le chaos de la modernité est causé par la recherche constante du mouvement et de l'action pour eux-mêmes, dans une course effrénée, désorientée, menant inévitablement au déséquilibre. Le seul domaine dans lequel l'homme moderne peut se vanter d'une certaine supériorité est le domaine matériel. Nous devons nous attendre à ce que les inventions mécaniques et industrielles se développent et se multiplient de plus en plus vite dans la période à venir. On peut supposer, compte tenu des dangers de destruction qu'elles impliquent, que ces inventions seront précisément les principaux agents de la dernière catastrophe. Dans la civilisation occidentale, le devenir est plus important que l'immuable, ce qui implique le déni de toute connaissance véritable. Il existe un lien direct entre la négation de tout principe immuable et la négation de l'autorité spirituelle, entre la réduction de toute réalité au devenir
et l'affirmation de la suprématie du pouvoir temporel dont le domaine est celui de l'action. L'intuition intellectuelle, celle par laquelle s'obtient la véritable connaissance métaphysique, n'a rien de commun avec l'intuition dont parlent certains philosophes contemporains, comme Bergson, parce que la véritable intuition est une intelligence pure et suprarationnelle. L'individualisme est le déni du supra-individuel. Chapitre 4 – Sciences sacrées et sciences profanes. Dans les civilisations traditionnelles, la métaphysique est essentielle et tout s'y rapporte, même les sciences sociales. L'expression de la métaphysique change selon le lieu et la civilisation dans laquelle elle est émise. Mais la vérité derrière ces expressions est unique. Les modernes ont l'habitude de considérer qu'une science se définit entièrement par son objet, ce qui est inexact par simplification excessive. En guise d'application, il est erroné de considérer que l'alchimie et la chimie ont quelque chose en commun. Non seulement la dernière étudie la matière, tandis que la première vise la transformation de l'âme, mais aussi leurs optiques sont différentes. Alors que la chimie considère la matière comme inerte, sans vie, l'alchimie relie l'âme humaine à l'univers, à la fois vivant et en harmonie. Le fragmentarisme de la science moderne ne considère que le détail et en oublie le principe. Ce n'est qu'au XIXe siècle que les gens ont fait de leur ignorance un titre de gloire en se proclamant agnostiques, ce qui a marqué une étape supplémentaire dans le déclin intellectuel de l'Occident. La modernité a séparé les sciences de tout principe supérieur, comme le temporel du spirituel. Il est vrai qu'il existe une distinction entre eux, mais la distinction n'est pas nécessairement une séparation. Les sciences occidentales ne cherchent plus la connaissance, mais uniquement des applications utiles et pratiques. C'est pour cette raison que pour beaucoup, la science et l'industrie semblent être la même chose, tout comme l'ingénieur passe pour un scientifique moderne. La science moderne, obsédée par le changement, ne trouve rien de stable à maîtriser. N'ayant aucune certitude absolue, elle se réduit à des probabilités et des approximations, à des constructions purement hypothétiques qui ne sont que l'œuvre de la fantaisie individuelle. Les sciences expérimentales connaissent dans la civilisation moderne un développement qu'elles n'ont jamais eu dans une autre civilisation. Précisément parce que ces sciences sont confinées au monde sensible, celui de la matière. Les connaissances inférieures ne sont pas illégitimes en elles-mêmes. Ce qui est illégitime, c'est de les considérer comme étant des connaissances supérieures. L'une des caractéristiques de l'époque actuelle est le fait de chercher à exploiter, dans tous les domaines, ces choses qui, auparavant, étaient considérées comme ayant trop peu d'importance pour que les gens puissent y consacrer leur activité. Lors de la création des sciences modernes, c'est précisément leur partie la plus basse, isolée et détachée du tout, qui a été reprise des sciences traditionnelles. Les sciences modernes, suite au processus de matérialisation, n'ont à présent plus rien de commun avec leur point de départ traditionnel. Lorsque les sciences traditionnelles sont perdues, leur disparition est irrémédiable. Par exemple, la reconstruction moderne de l'astrologie a très peu de points communs avec ce qu'elle était à l'époque. Selon la conception traditionnelle, une science prise isolément n'a aucun intérêt dès lors qu'elle n'est plus considérée en tant qu'extension de la doctrine métaphysique.
Dans toute civilisation normale, il existe des arts traditionnels qui sont totalement inconnus des occidentaux modernes. En réalité, il n'existe pas de domaine profane qui s'opposerait en quelque sorte au domaine sacré, mais seulement un point de vue profane qui n'est autre que le point de vue des ignorants. La science moderne est une connaissance d'un ordre inférieur, confinée au niveau de la réalité la plus basse, ignorant tout principe qui pourrait lui assurer une place légitime, aussi humble soit-elle, parmi les différents ordres de la connaissance intégrale. Voulant se proclamer indépendante, elle coupe toute communication avec la vérité transcendante et devient ainsi une science vaine et illusoire qui vient de nulle part et qui ne mène nulle part. Chapitre 5 : L'individualisme. L'Occident moderne est singulier en tant que civilisation entièrement construite sur quelque chose de négatif. Ce que les philosophes modernes appellent métaphysique n'a absolument rien de commun avec la vraie métaphysique. Ce ne sont que des constructions rationnelles, des hypothèses imaginatives qui se rapportent au domaine physique. Il faut savoir que Guénon appelle la métaphysique, en plein accord avec l'entendement traditionnel, la quintessence des textes sacrés, le Sanata Dharma hindou, la doctrine sacrée catholique, le Din al-Fitra islamique. Les philosophes modernes aiment poser des problèmes, même illusoires et artificiels, bien plus qu'ils ne les résolvent. Ce fait a deux causes. L'appréciation donnée à la recherche pour la recherche sans aucune finalité et le désir d'avoir son propre système pour se démarquer, étant reconnu pour son originalité, quitte à sacrifier la vérité. Il vaut mieux pour la réputation d'un philosophe moderne inventer une nouvelle erreur que d'affirmer à nouveau une vérité précédemment exprimée par d'autres. Il est inconcevable dans une civilisation traditionnelle qu'un homme puisse revendiquer la propriété d'une idée. Si elle est vraie, elle appartient également à tous ceux qui sont capables de la comprendre. Mais si elle est fausse, personne ne devrait pouvoir se glorifier de l'avoir inventée. Une bonne idée, donc automatiquement vraie, ne peut pas être nouvelle, car la vérité n'est pas une création humaine. Elle existe indépendamment de notre volonté et nous précède depuis toujours. Le génie, tel que l'entendent les modernes, signifie très peu de choses en réalité et ne peut en aucune manière suppléer au manque de véritables connaissances. En niant l'intuition intellectuelle, la raison a été placée au-dessus de toutes les autres facultés de connaissance, voire le rationalisme de Descartes. En l'absence de métaphysique, donc de principes supérieurs immuables à prendre en référence, c'est le relativisme qui s'est imposé, le fait de tout remettre en question puisqu'il n'y a plus rien de supérieur auquel on puisse se référer. Ce relativisme s'est développé soit sous la forme de la critique de Kant, soit sous la forme du positivisme d'Auguste Comte. Le naturalisme, l'évolutionnisme et l'intuitionnisme bergsonien sont des philosophies du devenir. Dans chacun d'eux, il ne s'agit plus de vérité, mais de réalité réduite à son niveau sensible. Dans le même temps, l'intelligence est abaissée au niveau le plus bas possible. Le pragmatisme nie l'intelligence et la connaissance, substituant l'utilité à la vérité. On ne construit plus de cathédrales en hommage au divin, on construit des énormes centres commerciaux hideux où tout est accessible avec de gigantesques parkings. Reposant sur le subconscient, la psychanalyse est l'inverse de toute hiérarchie normale.
le repère des structures hiérarchiques traditionnelles, est le supérieur, tandis que la psychanalyse freudienne nie complètement le supraconscient et se soucie de ce qui est infrahumain. Le protestantisme prônait le libre examen dans l'interprétation du texte sacré. Le texte est alors laissé à l'interprétation de chacun, même des ignorants et des incompétents, reposant uniquement sur l'exercice du raisonnement humain. Face à l'explosion des hérésies protestantes, c'est un aspect secondaire de la religion, la morale, qui a pris une importance décisive. Ainsi, l'intellectualité a été remplacée par la sentimentalité déguisée en religiosité. La morale protestante, par dégénérescence, a fini par donner la morale laïque. La religion étant une forme de tradition, l'esprit antitraditionnel ne peut être qu'anti-religieux. Il faut toujours distinguer la religion qui porte et transmet les principes suprahumains et la religiosité avec les moralistes ignorants agissant au nom de la religion. En se séparant du catholicisme, le protestantisme avec son libre examen, ouvert aux fantasmes individuels, ne pouvait pas conserver la doctrine traditionnelle. La préservation de la doctrine présuppose une éducation organisée et une autorité, condition préalable à la transmission de l'interprétation orthodoxe. Dans la modernité, quelqu'un peut penser qu'il est religieux et ne pas l'être du tout. Il peut penser être traditionnaliste sans avoir la moindre idée du véritable esprit traditionnel. Et c'est un autre symptôme du trouble mental de notre époque. La plupart des chrétiens de nos jours font preuve d'une complète ignorance au point de vue doctrinal. Pour eux, la religion est une simple pratique, une routine, une habitude, et ils s'abstiennent de comprendre quoi que ce soit, même un petit peu, au point de penser que cela ne sert à rien de comprendre. Certains vont même jusqu'à penser qu'il n'y a rien à comprendre. Il est très difficile pour nos contemporains de comprendre qu'il existe des choses qui, de par leur nature, échappent à toute discussion. La quasi-totalité de la philosophie moderne est faite d'équivoques, sujette à s'interpréter de toutes les façons possibles et de questions menant finalement au doute plutôt qu'à la certitude. Un marqueur de la mentalité individualiste, donc le fait de mettre l'individu au-dessus de tout, est le fait de juger l'œuvre d'un homme d'après ce que l'on sait de sa vie privée, comme si les idées avaient besoin d'une preuve venant de celui qui les énonce. Chapitre 6. Le chaos social. Dans la modernité, rien ni personne n'est à la place qu'il devrait normalement occuper. Dans la modernité, les gens ne reconnaissent plus aucune autorité effective d'ordre spirituel, ni la légitimité d'aucun pouvoir temporel. Dans les temps modernes, les profanes se permettent de discuter des choses sacrées, se permettent de remettre en question le caractère sacré de ces choses, et vont même jusqu'à remettre en question l'existence même du sacré. Là on parle d'il y a un siècle, aujourd'hui le sacré n'existe plus ou quasiment plus pour la majorité. Dans la modernité, l'inférieur prétend juger le supérieur. L'ignorance impose des limites à la sagesse. L'erreur est plus forte que la vérité. L'humain remplace le divin. La terre est plus importante que le ciel. L'individu se fait la mesure de toute chose et prétend imposer à l'univers des lois obtenues dans leur intégralité par le biais de son propre raisonnement relatif et faillible. Dans la société européenne moderne, il n'y a plus de caste. Il n'y a plus les trois ordres, comme on les appelait au Moyen Âge.
Ainsi, l'accès à un certain poste n'est plus soumis à aucune règle légitime. Chacun se retrouve dans la situation où il peut exercer dans n'importe quel domaine, et souvent dans le domaine pour lequel il est le moins qualifié. Le manque de compétences ou de qualification du point de vue traditionnel ne peut être compensé par aucun diplôme. Le déni de la différence entre les hommes a été transformé par les modernes en pseudo-principe d'égalité. Mais en réalité, l'égalité n'existe nulle part, pour la simple raison que deux êtres ne peuvent être à la fois distincts et entièrement semblables l'un à l'autre à tous égards. Au nom de l'égalité, on prétend, dans la modernité, imposer une uniformité complète, notamment dans une éducation qui se veut la même pour tous. Comme si tous étaient également capables de comprendre la même chose et comme si, pour leur apprendre, les mêmes méthodes pouvaient être bonnes pour tous sans distinction. Les dogmes laïques, tels que l'égalité ou le progrès, ne sont pas nés spontanément. L'état de désordre actuel n'aurait pas été possible sans eux. Et c'est pour cette raison que leur maintien est assuré par ceux qui profitent de l'état de cette situation. Bien complotiste, le Guénon. La plupart des idées modernes sont des mots creux, du verbalisme, des mots qui se veulent savants en apparence, mais qui n'expriment rien de profond, qui ne reposent sur aucun fondement, dont la seule force réside dans leur sonorité. Dans l'état actuel des choses, l'homme ne remplit que de manière exceptionnelle la fonction pour laquelle il est né. Chacun a des qualités qui lui sont propres, des prédispositions pour exercer telle ou telle fonction, mais aujourd'hui, le fait que chacun puisse se retrouver à une place qui ne correspond pas à ses qualités est devenu la norme. Il est curieux qu'à une époque ultra spécialisée comme la nôtre, l'incompétence ne soit pas un obstacle pour faire carrière en politique. L'argument décisif contre la démocratie est le fait que le supérieur ne peut pas émaner de l'inférieur, car le plus ne peut pas émerger du moins. En d'autres termes, le peuple ne peut pas donner le pouvoir à quelqu'un tout simplement parce qu'il ne l'a pas. Le pouvoir vient toujours d'en haut. La plus grande capacité des dirigeants est de faire croire au peuple qu'il se gouverne lui-même. L'idée selon laquelle la majorité devrait décider représente une erreur fondamentale. L'opinion de la majorité ne peut être que l'expression d'une incompétence, d'un manque d'intelligence ou d'une pure ignorance. Je vous invite à lire Psychologie des foules de Gustave Le Bon pour vous en convaincre. Dans une foule, l'ensemble des réactions mentales qui se produisent entre les individus qui la composent forment un composé où ce sont les éléments les plus bas qui s'expriment. Il n'y a jamais rien de supérieur qui émane d'une foule, uniquement les bas instincts. Dans la modernité, c'est le consentement de la majorité qui est devenu critère de vérité. Les pulsions émotionnelles empêchant la réflexion, il suffit alors aux hommes politiques de se servir de cet état de fait pour pouvoir manipuler l'opinion et guider les foules. La loi du plus grand nombre, invoquée par les gouvernements modernes, est la loi de la matière et de la force brute, loi en vertu de laquelle la masse, poussée par son propre poids, écrase tout sur son passage. Dans le domaine spirituel, au contraire, c'est l'unité qui anime et donne naissance à la multiplicité. La collectivité moderne est simplement une somme d'individus et non un organisme vivant et harmonieux. La démocratie, intimement liée à la conception égalitaire, contient en elle-même la négation de ce qu'est une élite. L'élite s'oppose nécessairement à la démocratie, et même les pseudo-élites actuelles qui prônent la démocratie ne peuvent l'appliquer qu'en apparence.
La véritable élite ne peut être qu'intellectuelle. C'est pourquoi la démocratie ne peut s'établir que là où l'intellectualité pure n'existe plus, ce qui est le cas actuel du monde moderne. L'intellectualité en question dont parle Guénon n'est pas le savoir livresque ou la grande culture générale ou des histoires du QI, il s'agit en réalité de la connaissance, avec un grand C, la connaissance métaphysique. L'invention de fausses élites est monnaie courante dans l'espace occidental, distinction sociale fondée sur la richesse, c'est-à-dire sur une supériorité extérieure absolue et d'ordre exclusivement quantitatif. Chapitre 7. Une civilisation matérielle. Toute la science profane qui s'est développée au cours des derniers siècles n'est autre que l'étude du monde sensible, le monde perçu par les sens, le monde matériel. Et ces méthodes ne sont applicables qu'à ce domaine. Or, ces méthodes sont autoproclamées scientifiques, ce qui revient à nier toute science qui ne concerne pas les choses matérielles. Même si elle ne déclare pas ouvertement l'athéisme, la science moderne agit selon un matérialisme pratique qui rend le mal plus profond et plus étendu. Les modernes ont déclaré inconnaissable tout ce qui n'est pas soumis aux cinq sens, ce qui les exempte de tout intérêt au domaine supérieur. L'idéalisme philosophique comme le spiritualisme, qui s'oppose au matérialisme, n'est qu'une sorte de matérialisme transposé dans une autre dimension, c'est-à-dire le fait de concevoir le monde invisible avec des considérations du domaine matériel. Pour les modernes, la réalité est exclusivement réservée à la réalité sensible. Les croyances religieuses de la plupart des modernes se réduisent à quelques notions apprises par cœur, de manière scolaire, qu'ils n'ont pas du tout assimilées, sur lesquelles ils n'ont même jamais réfléchi, des notions qu'ils gardent en mémoire et répètent à chaque occasion, parce qu'ils s'inscrivent dans un certain formalisme, dans une attitude conventionnelle, la seule qu'ils puissent associer à la religion. Les sciences profanes sont prestigieuses aux yeux du public moderne grâce aux résultats pratiques qu'elles obtiennent. Il s'agit de choses qui peuvent être vues et touchées. L'échelon le plus bas auquel peut descendre la philosophie moderne est le pragmatisme, doctrine selon laquelle n'est vrai que ce qui fonctionne réellement. Le pragmatisme, c'est la substitution de la vérité au domaine pratique. On agit, on considère les choses parce qu'elles sont utiles et pratiques, non parce qu'elles sont vraies. Le pragmatisme est une indifférence totale à l'égard de la vérité. Sans doute la masse a-t-elle toujours été dirigée d'une manière ou d'une autre, et on pourrait dire que son rôle consiste principalement à se laisser conduire, car la masse n'est qu'un élément passif, une matière au sens aristotélicien. Il suffit aujourd'hui pour diriger la masse de disposer de moyens purement matériels, au sens le plus courant du terme, ce qui montre suffisamment le bas niveau de notre époque. En même temps, on inculque aux masses l'idée qu'elles ne sont pas dirigées, qu'elles agissent spontanément et qu'elles se gouvernent elles-mêmes. Le fait même que les masses le croient permet de voir jusqu'où peut aller leur intelligence. L'une des conséquences les plus notables du développement industriel est l'amélioration continue des instruments de guerre. On pourrait aujourd'hui ajouter l'amélioration des technologies de contrôle. On voit que le progrès technique, qui progresse spectaculairement, qui rend souvent la vie plus pratique et plus confortable, qui sert aussi à justifier l'idée de progrès, eh bien ce progrès technique sert finalement à asservir toujours plus l'homme sans qu'il ne s'en rende compte. C'est une forme de servitude volontaire. L'idée de mettre en mouvement d'énormes masses de combattants est particulière aux modernes.
Là, il faut encore se mettre dans le contexte du siècle passé, on sort tout juste de la Première Guerre mondiale. Les guerres modernes ont été possibles grâce aux principes modernes des nationalités, grâce au nationalisme. Nous vivons une époque étrange où l'on se laisse convaincre que le bonheur d'un peuple consiste à l'asservir, à lui retirer ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire sa propre civilisation, et à le forcer à adopter des mœurs et des principes étrangers, institutions le forçant aux travaux les plus pénibles pour obtenir les choses qui sont de la plus parfaite inutilité. L'Occident moderne ne peut tolérer que certaines personnes préfèrent travailler moins et se contenter de moins pour vivre, puisque, aux yeux des Occidentaux, seul compte la quantité, et que ce qui ne peut être connu par les sens est inexistant pour eux. Il est presque obligatoire de considérer les autres comme des paresseux. Plus quelqu'un a de besoins, moins il est heureux. Il est donc aisé de comprendre le déséquilibre de l'homme moderne à l'heure où la civilisation occidentale multiplie les besoins artificiels. Entre l'esprit religieux, au vrai sens du terme, et l'esprit moderne, il ne peut y avoir qu'antagonisme. Tout compromis ne peut qu'affaiblir le premier et faire prendre l'avantage au second. L'Occident moderne n'est pas chrétien, mais anti-religieux. L'Occident était chrétien au Moyen Âge, mais il ne l'est plus aujourd'hui. Le jour où l'Occident redeviendrait chrétien, il cesserait automatiquement d'être moderne. Chapitre 8 : L'envahissement occidental. Si un oriental étudie en Occident et se laisse contaminer par son esprit moderne, il est normal de le considérer aussi comme un occidental. Le traditionnalisme ne se transmet pas génétiquement. Satan est celui qui provoque le bouleversement. Il est identifiable à la tendance descendante. Les hommes ayant suivi cette tendance amènent le processus de matérialisation et le développement de la civilisation moderne. Lorsque la résistance à une invasion étrangère est l'œuvre d'un peuple occidental, elle s'appelle patriotisme et récolte tous les éloges. Lorsque cela est le fait d'un peuple oriental, cela est qualifié de fanatisme, recevant de la haine et du mépris. Chapitre 9, Chapitre 9, quelques conclusions. Le monde moderne n'existe que par la négation de la vérité traditionnelle et suprahumaine. Et je vais vous lire une dernière petite citation, cette fois de Guénon, directement tirée du texte, pour conclure. Ceux qui arriveront à vaincre tous ces obstacles et à triompher de l'hostilité d'un milieu opposé à toute spiritualité seront sans doute peu nombreux. Mais encore une fois, ce n'est pas le nombre qui importe, car nous sommes ici dans un domaine dont les lois sont tout autres que celles de la matière. Il n'y a donc pas lieu de désespérer. Ceux qui seraient tentés de céder au découragement doivent penser que rien de ce qui est accompli dans cet ordre ne peut jamais être perdu, que le désordre, l'erreur et l'obscurité ne peuvent l'emporter qu'en apparence et d'une façon toute momentanée, que tous les déséquilibres partiels et transitoires doivent nécessairement concourir au grand équilibre total, et que rien ne saurait prévaloir finalement contre la puissance de la vérité. Leur devise doit être celle qu'avaient adoptée autrefois certaines organisations initiatiques de l'Occident. Vincit Omnia Veritas. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Si le format est satisfaisant, si ça plaît, je vous invite à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce
j'en referai sans doute d'autres. En attendant, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt. Salut à tous.